Voilà le moment de définir ce qu'est le grand témoin. Donc j'ai été très perplexe pendant 2 jours. Donc j'ai consulté Google, pour ne pas le citer. J'ai cherché une définition grand témoin avec des guillemets. J'ai trouvé des photos. Et donc voilà, j'ai extrait des photos en haut. Ça donne en gros l'idée que ce sont des personnes âgées. Voilà. Bon. Donc je vais parler à ce titre qui m'a été confié. Puis après j'ai trouvé des petites icônes, des petites images voilà, de différents âges. Donc je vais donc parler à ce titre. Alors on peut dire âgé ou peut-être ayant un parcours un peu long dans différentes couches. Deuxième principe que je me suis appliqué, enfin le premier c'est pas un principe, c'est un constat. Le deuxième, à l'ouverture j'ai cité 5 noms. Pierre Meuglin, Daniel Moati, Milad Ouaidi, Jean-Michel Salin et Hannah Arendt, pour des raisons diverses que j'ai explicitées, hein, les questions d'industrie, les questions d'intérêt pour la République, la critique peut-être de la technologie, la culture humaniste, la redocumentarisation du monde et puis la crise de la culture. Aujourd'hui, à ce stade, je ne citerai personne, aucun des intervenants, et je ne vais pas faire une présentation chronologique, je vais plutôt essayer de faire des liens entre les interventions qui ont eu lieu. 17 diapos moins une, donc 16. Et en premier, écoutez, je voudrais décerner un prix, si ça existe, à tous les organisateurs, parce que je crois qu'avoir réuni plus de 300 personnes, bon, aujourd'hui, là maintenant, beaucoup ont pris leur train, leurs avions, etc., sont un peu moins nombreux aujourd'hui, et notamment à cette heure-là, mais j'ai vu quand même un grand succès de participation, une exceptionnelle qualité de l'organisation, une grande densité des interventions, il n'y a pas eu de point faible, 50 intervenants, c'est impressionnant, et puis des pauses où les échanges informels, en tout cas ceux que j'ai pu avoir, m'ont semblé très riches, très intéressants, c'est la règle des colloques, donc bravo à toute l'équipe et merci. Je n'aurais presque pu... voilà. Alors, puisque vous applaudissez, je me demande si le rôle du grand témoin s'arrête là. Je vais quand même continuer. Voilà, grand témoin, ancienneté. On a visité un musée hier soir. Et donc, j'ai pensé que l'emballement, l'enthousiasme dont vous avez fait preuve pour ces tablettes méritait aussi d'avoir un regard amusé sur ces outils qu'on considère maintenant comme de la préhistoire, tout en se disant que peut-être certains d'entre vous les ont connus à un moment très reculé, en tout cas pour ce qui me concerne. Moi, j'ai commencé avec l'Olivetti P101, qui est en bas à droite. C'était en 1972. Ça ne s'appelle pas encore un ordinateur portable. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à une calculatrice. Ça a des pas de programme. Mais je peux vous assurer que le jeune professeur de mathématiques que j'étais était aussi passionné que tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui. Et j'étais émerveillé par, avec les petits pas de programme qu'on pouvait faire, être capable de résoudre des équations de second degré. J'étais emballé. Et je pense que finalement, au bout de tant d'années, 40 ans après, je retrouve les mêmes emballements sur des objets plus modernes. J'essaie de me projeter dans 40 ans. On va regarder ces tablettes peut-être avec ce côté-là totalement... Et oui, parce que demain, mais vraiment demain, on va avoir des tas d'autres outils. Alors justement, en même temps que se déroulait ce colloque et qu'on visitait ce musée, j'ai regardé la presse de ce jour. Il se trouve que je suis abonné à news+que-l'info.com grâce à la DGESCO. Merci à DGESCO. Et donc, je peux consulter un certain nombre de notices. Ici, il y a des liens que vous aurez, mais vous ne pourrez pas consulter puisque vous n'êtes pas abonné. Et donc, j'ai vu que demain, écoutez, pendant qu'on parlait ici, on était presque déjà en retard parce que demain, c'est la 4G qui va révolutionner l'Internet mobile, que Google nous promet de chausser des lunettes connectées. On a tous vu ça sur les écrans. Et donc, demain, on va se promener ici dans l'amphi et puis on sera tous sur... je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais enfin bon. Et donc, lire sur smartphone, tablette ou liseuse. Et puis, Marc Prensky était dans un colloque moins important que celui-ci, bien sûr, puisqu'il était à Paris, mais où il a dit que l'école parle un langage antédiluvien. J'ai renvoyé à... Je ne vais pas avoir le temps de prendre son article, mais il estime qu'effectivement, on est quand même loin de la réalité. Il développe dans son article. Au passage, j'étais il y a peu de jours au Salon du Livre à Paris, et dans cet immense Salon du Livre, dans cet immense marché, la place faite aux objets dont on a parlé était minuscule, voire ridicule. Donc,
vous avez observé qu'avec sa prudence et sa sagesse, dans la circulaire de rentrée, qui parle notamment des centres de culture et de connaissance, ça aura été dit, eh bien, on a, en parlant de centres de culture et de connaissance, deux fois, on a parlé de l'équilibre entre le livre, l'imprimé, et puis le numérique. Prudence, sagesse. Voilà, donc il est question, et puis j'ai aussi pensé, parce qu'on travaille quand même beaucoup en coopération à l'inspection générale, et avec Catherine Bizot en particulier, mais je salue au passage Michel Pérez qui nous a rejoints et qui est inspecteur général de langue et qui a travaillé sur le rapport sur le plan numérique actuellement, il était le pilote pour l'IGEN. On travaille avec d'autres. Là, j'ai emprunté à deux collègues scientifiques, Dominique Roja et Christian Loret, cette diapositive, parce que aussi on a évoqué pendant ce colloque, c'était hier, les outils, la différence entre l'animal et puis l'homme. Et il y a effectivement entre les outils qui sont ici, entre ce biface et puis cet objet-là qui ressemble à une tablette, et puis les livres, il y a des millions d'années, il y a des adaptations. L'homme, il n'a pas arrêté d'améliorer ses outils. L'animal, lui, on sait, on l'a dit dans ce colloque, il utilise des outils, mais finalement, il ne les améliore pas. Il est capable d'utiliser des outils, vous le voyez, hein, mais il n'améliore pas. Nous, on a un petit pourcentage de notre cerveau qui nous permet cette adaptation permanente, cette évolution permanente. Et donc, c'est ça, l'outil, évolution, l'adaptation, la création et la culture. Je crois que dans ce colloque, en permanence, nous avons tous eu ça à l'esprit. Si nous sommes là, finalement, en tant qu'éducateurs, en tant que professionnels d'éducation, c'est bien parce qu'on a à travailler sur cette adaptation personnelle, cette adaptation permanente à un environnement qui est en mutation profonde, mutation technologique. On a dit à un moment que l'important, c'est peut-être l'outil. Je crois que c'est... J'ai dit que je ne citerai personne. Ça a été dit à un moment donné. Mais je crois qu'on a ce rapport permanent entre voilà, des outils et des évolutions. Alors, dans quelques millions d'années, je ne sais pas ce qui se passera, mais on a pensé à ces évolutions. Autre élément avant d'aborder... non, je peux le dire maintenant. La mobilité. 20 ans déjà de mobilité. Ce dont on a parlé là, en termes d'innovation, d'expérience, de prêt, on est quand même toujours à la recherche d'une évolution et d'introduction massive des outils. Et la vitesse de l'éducation nationale n'est pas du tout la vitesse des expérimentateurs, ni des innovateurs, ni des technologues, ni des technophiles. Simplement, en quelques mots, il y a 20 ans, on a introduit l'idée de mobilité, on a introduit dans 3 classes en France les outils mobiles. On l'a écrit dans le rapport qu'on a fait avec Michel Pérez et 2 autres collègues. Il y avait 3 classes, Marseille, Bouches-du-Rhône, Montmorillon, petite ville dans la Vienne. 4 ou 5 professeurs testaient le fait que tous les cours étaient pris sur des ordinateurs portables. Il y a 20 ans. Il a fallu 10 ans pour qu'on arrive à ce qu'un département équipe tous ses élèves de matériel mobile, d'ordinateurs portables, à 2 niveaux, 4e et 3e. C'était les Landes, suivi ensuite des Bouches-du-Rhône, suivi ensuite en 3e de l'Ille-et-Vilaine, qui a arrêté l'opération. Il a fallu attendre 2008 pour qu'un département se lance dans l'équipement 5e, 4e, 3e. Et finalement 2010 pour que ce même département, qui a déjà été cité, se lance dans un équipement total de tous ses élèves, de la 6e à la 3e, dans un modèle d'équipement personnel. Moi, ce qui me frappe durant ce colloque, c'est qu'il y avait 2 points de vue, mais un qui a été dominant. C'est ici le point de vue qui a été dominant. C'est un modèle qui est impulsé avec les moyens qu'on a au sein de l'État. C'est un modèle d'expérimentation sur la base de prêts d'outils nomades, opposé à un modèle qui finalement a été peu développé, mais qui est le modèle de la massification, qui est celui de ce département, mais qui n'est qu'un département sur 100, et c'est donc peu, et en plus un petit département. Mais je vous assure que c'est vraiment très différent quand on a eu l'occasion d'expertiser, et donc d'aller dans tous les collèges, de voir beaucoup d'équipes. Ce que j'ai entendu aujourd'hui est très différent. La tonalité est extrêmement différente. Vous avez dégagé dans ce colloque une tonalité extrêmement positive, optimiste, dynamique, qui est la posture classique de l'innovation. Quand on observe après en masse, en nombre, on n'a pas cette image-là. Donc des chiffres. Aujourd'hui en France, ça a été dit, environ 10 000 tablettes sont implantées. Tout d'un département, 2 villes, on les a citées, et quelques expérimentations, enfin des expérimentations nombreuses, vous en êtes le témoignage, et cette académie a montré sa capacité à réunir d'autres témoignages, mais elles sont disséminées. Mais pendant le même temps,
nous savons, et ça a été cité aussi, que d'autres pays, la Thaïlande, fait un plan d'équipement massif avec 900 000 tablettes numériques, ce n'est pas la même dimension. La Corée du Sud, avec 1,4 milliard d'euros d'ici 2015, fait un plan pour 7 millions, 8 millions d'élèves, et la Turquie fait un plan pour 16 millions d'élèves. Problème de notre vitesse. Et on a cité aussi, pendant ce colloque, je l'ai entendu, qu'aux États-Unis, tous les manuels seront numériques en 2015. Donc on était dans ce colloque sur cette problématique entre l'expérimentation et la généralisation. Donc nous avons entendu, comme je viens de le dire, de très nombreuses expériences positives, très positives. Nous avons entendu des enseignants très motivés qui ont rendu compte de situations avec des élèves finalement actifs, dynamiques, heureux. On peut être que frappé de cette éducation extrêmement dynamique. Une généralisation où les professeurs innovants existent également, mais où il y a aussi de nombreux problèmes qui n'ont pas été cachés, on va y revenir. Ce qui pose la question du rôle de l'encadrement, de l'aide à l'innovation ou de la recherche à la généralisation. Il me semble qu'il y a ici deux problématiques qui sont différentes et qui sont à traiter l'une avec l'autre. Évidemment, j'ai voulu mettre une courbe de Gauss parce qu'il me semble que depuis 40 ans, depuis que le microprocesseur existe, eh bien, on a toujours cette courbe-là avec des innovateurs, des gens à la traîne, puis une masse, entre guillemets, ce n'est pas péjoratif, mais un groupe qui a du mal à suivre. Voilà, c'est une difficulté permanente. Et je trouve qu'au fil du temps, les innovateurs restent toujours les innovateurs. Ce sont toujours les mêmes qui prennent le train en tête et qui continuent. Certains s'épuisent, arrêtent, ils en ont marre, mais d'autres les remplacent. Mais en gros, on a toujours cette même dynamique-là. Le problème, c'est est-ce qu'on peut changer de modèle, est-ce qu'on peut changer de courbe? On essaye depuis longtemps. Alors la tablette, spécifiquement, j'ai fait deux colonnes classiques, avantages et inconvénients. Avantages, j'ai noté qu'on a cité beaucoup la capacité d'accès à Internet, le Wi-Fi, l'ergonomie, la simplicité, la visualisation, on l'a dans tous les endroits, que ce soit dans les cours de PS, en arts plastiques, ailleurs, on visualise, on est en interface avec le musée, etc. On l'a partout. On a parlé du poids du cartable, de son autonomie, de l'individualisation, du traitement des élèves à besoins spécifiques, de l'aide aux élèves aux besoins spécifiques. On a parlé aussi de son intérêt pour le travail, pour le jeu. Mais les difficultés, ce sont presque les mêmes. L'accès Wi-Fi, qui peut être omniprésent et qui peut entraîner, alors soit être de mauvaise qualité, qui peut aussi entraîner des perturbations, de l'inattention, etc. On l'a vu aussi. On a aussi le problème des accès réservés, limités à Internet. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de départements prennent des précautions dites sanitaires et interdisent l'accès au Wi-Fi. On a aussi la question des filtres, et on a posé la question du monde dans lequel on vivait. Est-il ouvert, est-il fermé? Qu'est-ce que l'éducation? On a évoqué la question des traces. Et là, on a une vraie question d'éducation à l'information. On a la question aussi du travail et du jeu. Et puis aussi la grande question, la plus grande question à mon avis, celle qui a pesé sur l'ensemble de ce colloque, c'est la question économique qui a été marquée dès l'ouverture du colloque, mais qui est revenue à tous les moments, y compris dans l'atelier tout à l'heure, avec des postures que j'ai eu l'occasion d'évoquer dans les interstices, qui sont finalement, est-ce que moi, dans mon établissement, je suis dans une posture où je fais avec les moyens dont je dispose et je m'accommode de la pénurie, ou bien est-ce qu'on essaie d'inventer un modèle pour réagir, à l'instar, j'y reviendrai tout à l'heure, de ce qu'a fait l'université, parce que l'université est vraiment confrontée, pour elle c'est vital, à l'existence des publications numériques, et même si le schéma est extrêmement compliqué, et on a eu des témoignages brillants tout à l'heure, il existe, et aujourd'hui, il n'y a pas d'université sans accès à des productions imprimées. C'est vrai que le circuit est très compliqué, mais au moins, Couperin, ça existe. Et pour nous, on a ici, on est sur des schémas, nous, documentalistes, sur des schémas qui sont vraiment très compliqués. On est limité par les budgets d'établissement. Et même pire que ça, dans les budgets, on est compliqué par les lignes et par l'historique de ces lignes, les manuels qui ne feraient pas partie de cette documentation, qui est pourtant de base pour la formation. Et puis le reste, on a vraiment à s'interroger sur cette question-là. Mais la tablette, c'est effectivement l'entrée d'abord dans un monde commercial et la tendance à avoir à acheter quelque chose. Alors, allons-nous raisonner que par rapport à des choses qui ne seraient libres? Faut-il tout recréer de façon que ce soit libre, pardon, je vais dire gratuit, pardonnez-moi ce lapsus horrible, mais vraiment, on a ici à s'interroger. Est-ce que la tablette serait un outil dans lequel on n'achèterait rien
dans le système scolaire et tout quand on serait à l'extérieur. Je crois qu'on a à penser dans le scolaire ce qu'il y a à l'extérieur. Quand je dis je crois ici me faire l'écho de ce qui était qui a traversé la plupart des réflexions. Alors la tablette, pourquoi faire? Bon, la première réponse en images. On a dit tout, hein, c'est-à-dire que je fais tout avec ma tablette. Je lis, j'écris, je photographie, je caméscope, je fais tout, je change, je communique, voilà. Ou bien, autre version possible, on se centre sur un usage. On a parlé des micro-usages, des petits usages, de l'usage permanent. C'est un outil facile, il est posé sur la table, je l'ai à tout moment, je fais de la vérification de l'information et j'ai là devant moi le grand champ de l'information literacy. Je traite de l'information à tout moment. À tout moment, ce qui n'empêche pas que j'ai un outil encore plus rapide que la tablette. Je vous assure, il y a plus rapide que la tablette, même avec un Wi-Fi de grande qualité, il y a la mémoire personnelle. Donc qu'il faut cultiver, qu'il faut travailler, qu'il faut entraîner. C'est le premier point, entraîner sa propre mémoire, apprendre, stocker. Donc ça, il y a des méthodes, et je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi de la psychologie cognitive. On me dit qu'on apprend mieux en copiant à la main qu'en copiant autrement, qu'il faut recopier des choses. Je ne suis pas spécialiste de psychologie cognitive, ça m'intéresse, mais j'écoute ce que me disent les neurosciences. Ils ont tendance à me dire qu'effectivement, écrire à la main, ça permet de mémoriser un peu mieux, de stocker. Même si le texte il est photocopié et qu'on l'a lu, c'est pas sûr qu'on l'ait mémorisé. Comment on apprend? Moi, je suis une génération qui a appris en copiant beaucoup. Ça ne m'a pas empêché d'apprendre à lire vite. Il faut tout combiner aujourd'hui. Donc, il faut être capable de traiter de l'information aussi, un sujet, une question, des infos à aller chercher, à traiter, une production personnelle à créer. Qu'est-ce que c'est qu'une tablette? Mais je sentis quand même à travers les différents témoignages ces deux options-là, qui ne sont peut-être pas exclusives, hein, on va dire que c'est un ou non exclusif, c'est-à-dire un ou inclusif. La question des ressources, question fondamentale qui a aussi traversé tout le colloque, qui est revenue à tous les instants, qui traverse tous les rapports de l'inspection générale, que ce soit le rapport sur l'école numérique rurale, que ce soit Ordi Collège, que ce soit le rapport que Michel Pérez vient de remettre. La question des ressources est fondamentale. Il y a des moyens que l'État a consacrés aux ressources. Je vous donne quelques chiffres. 6,7 millions d'euros pour les écoles numériques rurales. Pour le catalogue collectif de ressources, Michel, c'est combien? Je ne sais plus. C'est plusieurs millions d'euros. On a eu un débat. 12 millions d'euros sur 3 ans. Et on a vu d'ailleurs que quand on discutait au cours de notre enquête on a vu quand on discutait, je suis à diapo 11, quand on discutait, on a vu que finalement ces sommes ne représentaient pas beaucoup de choses pour un proviseur. Quand on lui donnait 3 000 euros, il disait « mais attendez, c'est bien, on prend, mais je consacre 30 000 euros chaque année ». Donc j'ai en mémoire cette discussion, on était ensemble. Bref, il y a quand même derrière ces volumes, il y a d'autres choses on nous a dit que pour l'instant l'école elle avait été structurée depuis Guizot, depuis 1830, par les manuels scolaires. On a dit qu'il y avait cette relation entre Hachette, Guizot et donc le schéma général de l'école. Aujourd'hui, est-ce qu'avec ces nouveaux outils, des nouvelles demandes qui émergent de la part de tous les enseignants, de vous-même et de bien d'autres que l'on peut rencontrer, cette grande quantité, ce foisonnement des ressources et des sources, cette notion de personnalisation des enseignements, est-ce qu'on est en train de déstabiliser le modèle traditionnel qui était créé par les manuels scolaires ou qui était consubstantiel des manuels scolaires, c'est-à-dire un enseignement collectif? Est-ce qu'on est en train de changer? J'ai entendu, il y a des citations, est-ce que les manuels sont encore le noyau dur de l'enseignement? Et on a parlé aussi de l'explosion de l'activité documentaire, c'est encore dit cet après-midi. Et l'édition privée, on a eu quelques réponses, mais quand même limitées. On nous a parlé de difficultés à trouver un modèle économique. En gros, ça va continuer. Voilà ce que j'ai entendu. Et puis l'édition publique qui, elle, tente de s'adapter avec des partenariats et peut-être des nouveaux modèles, j'ai entendu encore cet après-midi, pour traiter, donner des réponses personnalisées. En tout cas, il y a quelque chose qui est ici majeur. La question des coûts, effectivement, tout ça, ce n'est pas gratuit. Ça peut être un plus pour l'éducation, mais il faut accepter, probablement, nous dit l'économie, d'en payer le prix. Tout ça, c'est cher, les tablettes, les applications. Et tout ça, peut-il être gratuit? La réponse, bien évidemment, non. On ne voit pas pourquoi tout ça serait gratuit. Mais pour l'élève, il faut que ce soit disponible. En tout cas, il faut vraiment que l'école se place dans l'idée maintenant que les élèves, ils ont ces outils. Je renvoie ici à la conférence
que j'ai cité tout à l'heure dans cet autre lieu. Faut-il acheter? Que va-t-on acheter? Des contenus, des supports. On a raisonné jusqu'ici beaucoup dans nos CDI en achetant des supports. Maintenant, effectivement, il faut passer à une notion de contenu. Ce sera l'objet d'un séminaire qui aura lieu au CDP de Boulogne le 10 et 11 mai prochain. Qui peut payer? Comment est-ce qu'on va s'organiser pour avoir ces outils et cette richesse? Comment s'organiser? Alors j'ai lancé, et ça a été dit à d'autres moments, l'idée de consortium, d'organisation locale. Si on n'a pas la force de le faire au niveau national, il faut sûrement qu'on retrouve les idées de coopérative, de mutualisation. Il faut qu'on prenne appui sûrement sur les idées qui nous viennent des bibliothèques publiques et probablement là des bibliothèques universitaires. Comment organiser ça? Comment faire face à un marché? C'est quelque chose de très important. Nous sommes très démunis en 2012 aujourd'hui et on ne peut pas rester avec nos 10 000 CDI et 13 000 professeurs documentalistes. On ne peut pas rester là, chacun dans son coin, à acheter la ressource. Donc l'idée d'une bibliothèque numérique, j'ai entendu tout à l'heure et j'ai repris, j'ai mis ici l'idée de bibliothèque de contrat de licence. Évidemment, il ne s'agit pas pour moi de penser que les centres de connaissances et de culture ou les CDI sont exactement des bibliothèques numériques. On aura toujours chez nous une part très importante de littérature de jeunesse à développer sur des supports imprimés. Ça, je pense que ça va continuer d'exister. On n'a pas les mêmes ratios entre le numérique et le reste. Alors, les modèles pédagogiques, lieu et temps pour apprendre, on en a beaucoup parlé. J'ai entendu cette phrase-là. Avec le manuel, s'est imposé le modèle collectif et simultané. Depuis 20 ans, les réformes qui s'emploient à valoriser les actions personnalisées. Et donc, les débats ont montré des réflexions qui dépassaient les questions disciplinaires, puisqu'on a eu des exemples dans toutes les disciplines, mais quand même, il me semble que les disciplines et les tranches horaires restent encore très prégnantes dans notre système éducatif. Donc il faut se confronter à cette question qui finalement n'a pas été abordée directement, ce n'était pas l'objet principal, mais à mon avis, la technologie nous invite à nous poser cette question. Comment forme-t-on les élèves aujourd'hui ? Est-ce qu'on est sûr que c'est ce modèle de succession des tranches disciplinaires qui est le plus optimal? Quel rôle pour chaque discipline? Quel rôle les outils transversaux? Et quelle part finalement à l'apprendre à apprendre? Je ne vais pas revenir sur cette question-là, qui quand même a été une question majeure en 2005 avec la loi et la création du socle et la distinction entre la loi de 2005 et le décret de 2006. Retour sur la question initiale que Catherine Bizot avait posée. Tablette numérique, source de progrès. Je crois que les réponses sont formulées en termes d'innovation, de rôle de l'enseignant. Ce qu'il me semble avoir entendu, en tout cas observé et vu, c'est que certes, l'outil est important, mais finalement, c'est encore une fois, pardon de cette banalité, mais elle a été mise en évidence, c'est la façon de l'utiliser, c'est la réflexion, c'est l'analyse qui compte. Autrement dit, c'est la qualité de l'enseignant et de l'acte d'enseignant. Tout repose finalement sur la réflexion et finalement la personne, c'est-à-dire sur la façon de s'en saisir. La tablette, je ne dis pas que c'est rien, mais ce que j'ai entendu, c'est l'imagination qui est apportée à l'outil. C'est vraiment pour moi ce qui est le plus important et ce que j'ai entendu dans la trentaine de témoignages qui ont pu se succéder. Et puis, d'autres questions que j'ai déjà un peu abordées, c'est ne doit-on pas considérer qu'effectivement maintenant, tous les élèves possèdent cet outil et en tirer des conséquences? Est-ce que l'outil dont on parle, qu'il possède, est-ce que cet outil, on l'utilise dans le système scolaire pour induire des pratiques hors scolaire? Voilà une préoccupation qui me semble importante. Que signifie, dans le milieu scolaire, l'accès permanent possible en un même lieu outil, au jeu et à la connaissance? C'est-à-dire que sur la même plateforme, nous avons effectivement la possibilité d'accéder à la fois à l'immensité des connaissances et à la culture, et en même temps au jeu. Qu'est-ce qui est dominant et comment on induit des pratiques de formation des élèves hors du temps scolaire, ou plutôt hors du temps de classe? Alors, je suis presque arrivé à la fin. Des mots-clés que je retiens, autonomie des élèves, formation à l'autonomie des élèves, comme enjeu essentiel de la formation, comme clé de l'accès aux études supérieures, mais aussi comme clé du développement personnel et également enjeu professionnel. L'autonomie, ces outils peuvent nous aider à cette conquête de l'autonomie qui n'est jamais finie. Dans un autre colloque, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, c'était le colloque Sankoré, ça me vient maintenant à l'esprit, il y avait des études de chercheurs, des neurosciences,
qui parlait du développement de l'autonomie, ou plutôt de la reprise d'autonomie pour les personnes, j'allais dire, dans les EHPAD, et qui ont perdu, et on leur redéveloppé de l'autonomie, ou on essaie de restaurer l'autonomie. Vous voyez, l'autonomie, c'est non seulement une conquête à l'école, mais une conquête permanente jusqu'à la fin de la vie. Les compétences, je voulais mettre connaissance, et non pas répéter, c'est compétences, connaissances. Donc, allusion au socle, on en a parlé en permanence. L'approche qui a dominé, je crois, dans le colloque, c'est l'approche par compétence, sans négliger l'accès aux connaissances. Mais aussi, on a parlé d'autre chose. Je n'ai pas évoqué le mot attitude, mais j'ai entendu plusieurs fois le mot émotion. Et l'émotion a traversé d'ailleurs l'ensemble de l'amphi à différents moments. On l'a tous ressenti, je crois. Voilà, je ne fais pas d'allusion particulière à tel ou tel, mais il y a eu de l'émotion, il y a eu de la sensibilité. Et je ne sais pas ce qui est le plus important quand on forme un être, mais je pense qu'il faut cette conjugaison de l'ensemble des éléments. La culture était présente à tous les éléments. Nous avons une préoccupation commune, un idéal commun, c'est la culture, et ça a traversé vraiment ces 2 jours. Le meilleur accès à la culture, outils comme meilleur accès à la culture. Les nouveaux usages, la différenciation pédagogique, la différenciation tout court, ces outils peuvent nous y aider, mais encore une fois, c'est une question de posture. Le mot écosystème a été évoqué. Comme j'ai dit que je ne citerai personne, je ne cite aucun auteur sur ce sujet des écosystèmes informationnels, mais on a ici tout un champ de réflexion, en particulier pour nous documentalistes, sur nos formations et sur toute l'éducation à l'information qui est si importante et qui est capitale, mais la placer dans un écosystème, c'est extrêmement important. Et puis, majeur, c'est revenu tout le temps, j'avais posé le mot lien au départ dans mon intervention. Je pense que tous ces outils-là, ils sont pour créer des liens. Les outils, les élèves ont des liens. Ils sont dans des ensembles, dans des familles, dans des réseaux, dans ce que vous voulez. Je ne dis pas de nom propre. Créer des liens à notre manière entre les élèves, entre l'école et la maison, entre l'école et les musées, l'école et les institutions, les apprendre les bons chemins. Besoin de contact. Et puis, les contextes d'apprentissage. Le contexte d'apprentissage, cette diapositive, elle est inspirée d'une diapositive que j'ai eue ce week-end European Schoolnet. C'est Michel Pérez qui me l'a donné. C'est un travail, il revient de Berlin. Et donc, il y a une belle diapositive que je ne pouvais pas, c'est un PDF, je n'ai pas pu faire un copier-coller. Donc, j'ai traduit et j'ai mis ça. 3 éléments qui me semblent importants sur les contextes d'apprentissage. Technologie, ressources et les temps. Ce n'est pas exactement ce qui est écrit, mais moi je l'ai traduit comme ça. La technologie qui modifie le contexte, les collaborations, les façons de travailler. Je crois que ça c'est absolument vrai, encore faut-il le vouloir. Les ressources qui, effectivement, de la pénurie, on l'a dit plusieurs fois, passent à l'abondance. Et donc, nécessité d'un travail de sélection. Il n'y a jamais eu autant besoin de sélection et donc de spécialistes, de professionnels de l'information et donc de documentalistes et de professeurs documentalistes. Les temps, où on peut travailler n'importe où et à n'importe quel moment, c'est extrêmement important de parler des temps. Et aujourd'hui, si effectivement on essaie d'avoir des lieux dans l'établissement qui traduisent des modèles, et si on a parlé des learning centers et maintenant des centres de culture et de connaissance, c'est pour marquer presque de manière symbolique que dans l'établissement, on a besoin de travailler seul, accompagné, aidé, et qu'on a besoin pour ça d'une chaise, d'une table, d'accès, de livres, etc. J'ai entendu pendant ce colloque quelqu'un qui a dit « Vous donnez une tablette à un élève, il n'apprendra pas tout seul ». Donc le rôle des médiations est absolument fondamental et je crois que vous l'avez tous dit, donc je ne fais que le répéter dans cette conclusion finale et dans cette page finale. En termes d'urgence à réaliser qu'il y a en effet un changement de paradigme technologique pour l'éducation, on l'a dit, que les outils nomades doivent nous conduire à repenser les conditions de formation des élèves, c'est un chantier qui est devant nous, qu'ils ont besoin prioritairement d'enseignants qui écoutent, qui aident, qui conseillent, qui aident à structurer. Un besoin aussi de centres qui permettent d'accéder aux connaissances de la culture, clin d'œil, j'ai mis en vert, que l'objectif général de l'école reste certainement d'apprendre à penser. Allusion, je dis que je ne citerai personne, je vais quand même citer Claire Bellil parce que je sais qu'elle est venue ici il n'y a pas très longtemps. Ce sera mon seul un torse à la règle, et de créer du lien, objectif civique. J'ai cité enfin une référence, j'ai dû entendre ça tout à l'heure, et puis j'ai mis en dernier point l'article 1 de la loi du 23 avril 2005, avec ses équilibres entre la transmission des connaissances et les valeurs de la République. Merci et bravo à tous.